nationales et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Nous pour ce club, Pascale Joannin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, politologue, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Et Hakim El Karoui, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes consultant, essayiste, auteur de ce livre Nouveau monde arabe, nouvelle politique arabe de la France, Institut Montaigne. C'est le rapport, un rapport à l'Institut Montaigne. Merci également d'être avec nous. On va parler du déplacement d'Emmanuel Macron au Proche-Orient, Israël, Cisjordanie, Jordanie, Égypte. Il a plaidé pour la relance du processus de paix. Alors a-t-il trouvé une position équilibrée? La voix de la France peut-elle porter? Vous nous direz ce que vous en pensez. D'autant, Audrey, on le verra avec vous, que l'Union européenne est loin de parler d'une seule voix. Oui, l'Union européenne qui recherche l'union, justement, à propos de la situation au Proche-Orient. Voilà, pour le programme de ce club, on démarre tout de suite. Emmanuel Macron qui a donc fait une tournée de 2 jours au Proche-Orient. Il a rencontré les dirigeants israéliens, palestiniens. Il était hier au Caire et en Jordanie. Son objectif, relancer le processus de paix. Résumé de ces 2 jours de déplacement avec Nicolas Fleury. Des tanks israéliens pénètrent à l'intérieur de la bande de Gaza cette nuit. Un raid ciblé. Première brève incursion au sol de Tsahal qui prépare toujours son offensive terrestre. C'est donc d'abord pour éviter l'escalade qu'Emmanuel Macron s'est rendu au Proche-Orient. Devant le Premier ministre israélien d'abord, il surprend en proposant d'élargir la coalition contre Daesh à la lutte contre le Hamas. Je propose à nos partenaires internationaux, je l'ai évoqué avec vous ce matin, que nous puissions bâtir une coalition régionale et internationale pour lutter contre les groupes terroristes qui nous menacent tous. Face à une communauté internationale pour le moins circonspecte, il écarte très vite l'idée d'une intervention militaire française à Gaza. Lors de sa rencontre avec Mahmoud Abbas quelques heures plus tard en Cisjordanie, il appelle à protéger les civils palestiniens. Nous vous exhortons, vous, président Emmanuel Macron, et les pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, à faire cesser cette agression contre notre peuple. Hier en Jordanie, accueil plus réservé. Certains États dénoncent l'indifférence des pays occidentaux devant la catastrophe humanitaire à Gaza. Emmanuel Macron l'assure, la France n'a pas de double standard quant au respect du droit international. Comment éviter l'embrasement alors qu'Israël ne fait que rappeler l'imminence de son offensive ? Le président égyptien lance un nouvel appel. C'est un point très important que nous avons évoqué. Comment faire pour éviter une invasion terrestre de Gaza, car une telle opération fera un grand nombre de victimes civiles. Dans l'enclave palestinienne, où l'aide arrive au compte-gouttes, la situation humanitaire est de plus en plus critique. Un navire hôpital militaire français doit arriver aujourd'hui à Gaza. Pascale Joannin, on a vu Emmanuel Macron faire cette tournée, rencontrer plusieurs dirigeants pour tenter d'obtenir la relance du processus de paix. Il a réussi sa tournée, le chef de l'État? Ça, l'avenir le dira. C'est un peu tôt pour prévoir ce qui va se passer, parce que tout est un peu une cuisson lente en matière de politique au Proche-Orient. Ce que je note, moi, c'est qu'il a fait cette tournée qui ne s'est pas limitée à Israël comme la plupart de ses prédécesseurs, et qu'il a réussi à faire le déplacement que Joe Biden, le président américain, aurait souhaité faire il y a 15 jours quand il y est allé. Donc, ça note quand même que la France était capable de faire cette... il faut voir en effet ce qui s'est dit pendant ces entretiens. Il va certainement faire état aujourd'hui au Conseil européen, et je suis sûre qu'il va y avoir aussi des rapports qui vont être faits avec les Américains qui sont très présents dans la région pour voir en effet comment on se coordonne. Donc là, on parlait beaucoup d'influence de la France. Alors elle n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années, mais elle existe encore. Elle n'est peut-être plus suffisante à elle seule, et c'est pour ça que c'est intéressant de voir en effet quelles vont être les retombées de cette visite, où en effet on a pu, où le chef de l'État français est le seul à avoir pu s'entretenir directement avec les uns et les autres pour voir quelle était la solution la plus plausible immédiatement, sans pour autant renoncer à des perspectives de long terme, mais qui ne peuvent pas être mises à l'agenda maintenant. Et Hakim El Karoui, Pascale Joannin le rappelait, Emmanuel Macron est le seul des dirigeants à avoir parlé à autant de monde, à avoir parlé aux Israéliens, aux Palestiniens, à avoir parlé aux pays arabes. Est-ce que c'est parce qu'il a choisi le bon moment pour y aller, ou est-ce que c'est parce que la France est la seule en capacité aujourd'hui de parler à tout le monde ?
Je pense que la question du timing est très importante. Joe Biden aurait parlé au roi de Jordanie et au président égyptien s'il n'y avait pas eu le bombardement de l'hôpital. Et à Mahmoud Abbas aussi? Pas sûr. Pas sûr, mais pas sûr qu'il en ait eu envie, même si je crois que c'était prévu. Après, est-ce que la France est la seule? La réponse est, pardon, je vais être brutal, est non. La place de la France aujourd'hui dans le débat au Proche-Orient est devenue malheureusement quasiment inexistante. C'est pas lié à Emmanuel Macron. Depuis le départ de Jacques Chirac, la France n'a plus de part de voix au Proche-Orient. Elle est perçue comme plus engagée qu'avant, avec une position moins équilibrée qu'avant en faveur d'Israël. Et puis surtout, elle ne porte plus aucune solution. La solution à 2 États, qu'on répète depuis 30 ans en fait. On a fêté au mois de septembre, c'est passé complètement sous les radars les 30 ans des accords de Washington. Cette solution-là, plus personne n'y croit parce qu'il n'y a plus personne ni en Israël, ni en Palestine, pour la porter. Donc, venir en disant 2 États, vous avez vu dans quel état est la région, donc cette solution n'existe pas. Et Emmanuel Macron, hier, il a dit que la solution à 2 États n'était pas caduque. Caduque, c'est le mot qu'avait employé Yasser Arafat quand il est venu en 89 à Paris, où il a remis en cause la charte de l'OLP et il a reconnu de cette manière l'existence d'État d'Israël. Il n'a pas employé le mot hasard. Emmanuel Macron, on imagine. C'est un message qui est adressé, notamment aux Palestiniens? C'est un message, mais depuis 1995, l'assassinat de Rabin, il n'y a plus de parti qui porte cette solution, ni en Palestine. On voit le poids qu'a pris le Hamas, au-delà des opérations militaires et terroristes, ni en Israël. En Israël, ce sont les extrémistes qui ont gagné, et avec une stratégie, et la stratégie, ce n'est pas de faire la paix. Mais quand vous dites que la solution à 2 États, aujourd'hui, elle n'est pas tenable avec les dirigeants actuels ou elle n'est pas tenable même en changeant les dirigeants? Elle n'est pas tenable parce qu'il n'y a pas de partie prenante, ça c'est une chose, et elle n'est pas tenable aujourd'hui sur le terrain. Un État avec une petite partie sur la côte ouest qui n'est pas reliée à la Cisjordanie, qui elle-même est truffée de colonies, avec une capitale qui est disputée sur le plan, je suis géographe de formation, sur le plan géographique, sur le plan du fonctionnement territorial économique, ça n'a aucun sens. Donc, on s'agite comme des cabris sur 2 États, mais en fait, elle n'existe pas, cette solution, ni politiquement, ni même pratiquement. Il prêche un peu dans le désert, du coup, Emmanuel Macron? Alors, on ne peut pas reprocher à des dirigeants européens, hein, parce que là, je vais mettre le... Ils sont tous sur la même ligne en Europe. Hein. Alors, peut-être c'est de l'aveuglement, mais on ne peut pas reprocher à une structure qui s'est bâtie sur la paix, et notamment donc, pour ne plus qu'il y ait l'affrontement entre la France et l'Allemagne. Et on peut dire que c'est quand même un des succès de la création de l'Europe, c'est qu'en effet, on ne s'est plus fait la guerre entre nous, hein, même si aujourd'hui il y a la guerre, on y reviendra, sur le territoire européen, et qu'il ne faut pas que le conflit qui a lieu en ce moment au Proche-Orient fasse oublier celui qui est toujours existant à nos frontières. Mais en effet, on ne peut pas reprocher à une structure qui s'est bâtie pour la paix, pour justement il n'y ait plus la guerre sur ce continent, etc., de ne pas chercher en effet auprès des interlocuteurs et des acteurs de la région, de rappeler que c'est le fil conducteur ultime, alors qui n'est pas, dont les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui, et j'en conviens tout à fait, mais de ne pas dire que c'est à terme, à très long terme peut-être, avec des acteurs qui pourraient changer aussi, parce que bon, il y a un moment où c'était un peu possible, là ça ne l'est plus compte tenu de la situation actuelle, mais ça fait longtemps que ça n'était plus à cause de personnalités qui étaient aux affaires de part et d'autre, de dire que c'est quand même un peu le but, parce que on essaye de trouver les moyens d'apaiser les relations pour éviter les conflits qui sont réguliers, répétitifs et qui font beaucoup de victimes. Ouais. Est-ce que c'est aussi parce que la communauté internationale a un peu abandonné la recherche de cette solution à 2 États qu'on en est là aujourd'hui? Oui, enfin c'est d'abord un sujet interne. C'est pas la communauté internationale qui fait la politique d'Israël. Non, c'est l'intérieur. Mais qui aujourd'hui pour mener ce dialogue? Est-ce qu'il y a une personnalité, un leader qui pourrait contribuer à ce dialogue? Le dernier qui aurait probablement pu le faire, c'était Ariel Sharon, qui s'était retiré de Gaza et qui avait la légitimité militaire pour faire la paix. C'est souvent les généraux qui font la paix. Souvenez-vous, Rabin avait été un grand militaire
israélien. Aujourd'hui, et d'une certaine manière, la personnalité de Netanyahou, Netanyahou n'aime pas la guerre. On le voit en ce moment. D'ailleurs, il est critiqué par l'armée parce qu'il hésite à envahir Gaza. À mon avis, il a raison. Mais la stratégie depuis, en fait, quasiment 28 ans, depuis Rabin, c'est pas la paix. La stratégie, c'est la guerre. La stratégie, c'est le fait accompli par la force. La stratégie, on l'a vu, c'est on enferme les Palestiniens à Gaza, on mite le territoire de la Cisjordanie avec des colonies, on crée un système complètement parallèle et on crée un état de fait. C'est ça la stratégie. Avec derrière des religieux, je parle des Israéliens, qui ont une volonté de conquête territoriale, de colonisation au nom d'une vision biblique du territoire. Donc aujourd'hui on parle de paix, mais l'agenda, pas depuis le 7 octobre, l'agenda depuis 1995, c'est la guerre. Donc venir en disant deux États, en fait ça n'a aucun sens. Ce sont des éléments de langage pour les dirigeants européens, pour le président américain, mais en fait tout le monde a abandonné. Justement, on va parler des dirigeants européens. Audrey, un Conseil européen, réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays membres a lieu aujourd'hui et demain. Et au menu, évidemment, la situation au Proche-Orient. Oui, notamment, il y a plusieurs sujets, mais c'est notamment le sujet. L'objectif, c'est d'avancer ensemble et d'adopter des positions communes. Les 27 vont notamment évoquer l'aide humanitaire à Gaza, une possible interruption temporaire des combats et la situation des otages. Mais ce Conseil, c'est aussi l'occasion de rectifier le tir, de parler d'une seule voix, parce qu'autant vous dire que depuis 15 jours, on oscille entre division et cacophonie, ça dépend. Alors pour être tout à fait honnête, après les attentats du Hamas le 7 octobre, les 27 ont adopté une position commune claire, mesurée. Voici le communiqué de presse. Nous condamnons dans les termes les plus sévères les attaques terroristes du Hamas contre Israël. Nous affirmons le droit d'Israël à se défendre dans le respect du droit international et du droit international humanitaire. Nous sommes également engagés en faveur d'un processus de paix fondé sur la solution à deux États, on en a parlé, et donc fondé sur le soutien à l'autorité palestinienne. Sauf que cette déclaration que je viens de vous lire, à mon avis, pas grand monde l'a entendue, en tout cas elle est passée sous les radars. Pourquoi ? Parce que quelques jours plus tôt, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'était rendue en Israël juste après les attentats et elle a affirmé le soutien indéfectible de l'Union européenne à Israël et son droit et même son devoir de se défendre. C'est tout. Elle n'a pas parlé du respect du droit international. Pas un mot non plus pour Gaza alors que les bombardements avaient commencé. Mais pire, elle n'avait pas le droit de prononcer ces mots parce qu'elle ne s'occupe pas de la politique extérieure de l'Union européenne et elle n'en avait pas non plus le mandat de la part des États membres. Sauf qu'évidemment, personne à l'extérieur des institutions européennes ne va relever qu'elle a outrepassé son rôle. Beaucoup y ont vu la position de l'Union européenne et ils ont plutôt raison. Premier flou au niveau des institutions, mais ce n'est pas le seul. Non, juste après les attentats du Hamas, le commissaire chargé de la politique du voisinage de l'Union européenne a annoncé l'arrêt intempestif de l'aide au développement versée aux Palestiniens. On parle quand même d'1,2 milliard d'euros sur 4 ans, ce qui sert notamment à payer les fonctionnaires palestiniens en Cisjordanie. Tollé, machine arrière dans la foulée. Précision, les aides ne seront pas bloquées, mais les contrôles seront faits pour vérifier que rien ne va dans les poches du Hamas. Des divisions, encore des divisions, mais c'est pas fini. Les 27 ministres des Affaires étrangères n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un cessez-le-feu humanitaire. C'est donc le Conseil européen qui va devoir trancher si possible. En fait, il y a presque autant de positions que d'États membres. Quelques exemples. La République d'Irlande soutient fermement la Palestine par comparaison de situation du fait de son conflit historique avec l'Irlande du Nord. Israël peut compter sur le soutien indéfectible de la Hongrie, de Viktor Orban, de la République tchèque, de Peter Fiala, proche politiquement, ou encore de la Grèce et Chypre, proche militairement. Vous l'aurez compris, c'est un Conseil européen qui s'annonce compliqué, long. Pour vous donner une idée, la dernière réunion de crise sur le Proche-Orient a duré 7 heures, sans pause, avec des discussions intenses sur le positionnement des virgules des communiqués. Le sujet est sensible, compliqué. On l'a bien compris, l'Union européenne aujourd'hui, c'est cacophonie et division, comme l'a dit Audrey. C'est parce que c'est pas un État. L'Union européenne, il faut comprendre, c'est pas un État. Et ces 27 États qui se sont rassemblés depuis 1950, on est passé de 6 à 27, il y a même eu 28 membres pendant un moment. Donc la politique étrangère ne fait pas partie des compétences que les États ont données à l'Union européenne. Je rappelle toujours que l'Union européenne ne fait que ce que les États qui la constituent veulent bien qu'elle fasse. Donc en effet, la politique étrangère, ça reste du domaine des États, et donc c'est bien pour ça que c'est au Conseil européen. Vous avez parlé de nombreuses initiatives qui ont eu lieu avec des diplomates. Les diplomates préparent les choses, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une décision politique, et seuls, en effet, les chefs d'État et de gouvernement
peuvent tenter de trouver une solution. Est-ce qu'elle sera suffisamment à la hauteur? C'est la question, parce que quand on revient, vous avez bien précisé toutes les difficultés qu'il y a et toutes les différences d'approche qu'il y a entre ceux qui sont et qui reconnaissent la Palestine. Il y a 9 États qui reconnaissent la Palestine dans l'Union européenne. Il y a des gens qui sont proches plus proches d'Israël. Mais il y a quand même au moins une ligne commune qu'on peut clairement appuyer comme ça. C'est le soutien à Israël dans ce qui s'est passé le 7 octobre, la condamnation de ce qu'a fait le Hamas, la libération des otages, et bien entendu la préservation, malgré la riposte qui est attendue d'Israël, des populations civiles et donc de ce qu'on appelle l'humanitaire. Je rappelle que l'Union européenne en tant que telle est le premier partenaire commercial d'Israël, mais également le premier pourvoyeur d'aide humanitaire en Palestine. Tout simplement, vous avez rappelé le montant tout à l'heure. Ça sert à la fois pour que les gens qui vivent là, parce que puissent en effet, ça puisse le paiement des fonctionnaires, des choses concernant les hôpitaux, la santé, etc. Et puis la population, parce que le seul point d'entrée, si on ne le savait pas, c'est Rafah, c'est à la frontière égyptienne. C'était bien pour ça que le président de la République française aille en Égypte, parce qu'en effet, il faut bien qu'en effet les populations qui vivent là et qui ont déjà de grandes difficultés, parce que le Hamas est là et qu'il utilise un peu la population, etc. Mais il faut bien qu'en effet, ces victimes collatérales potentielles ne souffrent pas plus qu'ils ne souffrent. Et donc là, en effet, l'Union européenne a depuis longtemps une politique d'aide humanitaire dans beaucoup de régions du monde et dans plusieurs pays de la région, mais en effet à la fois en étant commercialement avec l'Israël et humanitairement avec la Palestine. Un mot peut-être sur la question de ces aides humanitaires. Quel est votre avis, vous, là-dessus ? Il est mitigé. D'un côté, c'est absolument nécessaire. On voit le drame humanitaire qui est en train de se jouer sous nos yeux, sous les yeux du monde, avec pas d'eau, pas de nourriture, pas de fuel, des hôpitaux où il n'y a plus d'électricité. Puis de l'autre côté, j'ai un petit malaise, parce que dire apporter de l'aide humanitaire pour qu'on puisse bombarder avec... Enfin, quel sens ça a ? Si on veut faire de l'humanitaire, en fait, on arrête les bombardements. Enfin, on appelle au cessez-le-feu. C'est ça qui est humanitaire. C'est pas faire entrer quelques médicaments et permettre quelques opérations supplémentaires. Donc, quand Emmanuel Macron envoie un navire hôpital pour aider dans la bande de Gaza, mais qu'il l'appelle pas au cessez-le-feu, pour vous, c'est contradictoire ? C'est très bien, mais oui, en fait, en vrai, ça n'a pas beaucoup de sens. Et si on se met de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des pays arabes, pourquoi le roi de Jordanie, la reine de Jordanie ont crié au double standard ? Parce que, en fait, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, on est dans un moment très polarisé. Bon. Il y a des collages qui sont faits avec les déclarations du président de la République, de la présidente de la Commission européenne sur des bombardements qui ont été exécutés par Vladimir Poutine sur des civils et des hôpitaux, où on condamne avec la plus grande force. Et puis, il y a des bombardements sur des civils. Je mets de côté l'affaire de l'hôpital de la semaine dernière. Et là, on dit Israël a le droit de se défendre. Mais on va faire entrer un couloir humanitaire. Franchement, ça n'a aucun sens. Et je pense que les gens, ils sont très sensibles. Et à mon avis, ce serait plus simple de dire la vérité. La vérité, c'est qu'Israël veut punir le Hamas, considère que les civils doivent en payer le prix, à la fois parce que probablement beaucoup d'Israéliens pensent qu'ils sont complices, et puis de l'autre côté, parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas le choix, et qu'il n'y a qu'une réponse, c'est la force. Et c'est ça la position qu'il y a en Israël, et c'est ça la position de l'opinion israélienne. Les Européens qui viennent dire on vous soutient à fond, et en même temps on va vous aider à limiter un peu l'impact sur les victimes, en vrai, ça n'a aucun sens politique. Il ferait mieux de soutenir complètement la stratégie israélienne, au moins ce serait clair. En faisant ça, il s'ouvre effectivement à l'accusation de double standard. Peut-être un élément à souligner, vous avez parlé, l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël, et notamment en matière de gaz. L'Union européenne est intéressée par le gaz israélien depuis qu'elle s'est passée du gaz et du pétrole russe. Donc ça a aussi un intérêt finalement dans la région. Ouais.
Non, mais il faut pas. Le double standard, en effet, il faut pas être hypocrite. On peut pas dénoncer une situation dans un théâtre et le faire dans l'autre. Mais je crois que tous les dirigeants qui sont allés quand même en Israël ont bien compris, mais ont rappelé à Benjamin Netanyahou, et c'est pour ça qu'aujourd'hui peut-être il n'a pas encore lancé l'opération. C'est parce que si jamais l'opération qu'il lance n'éradiquait pas le Hamas, mais avait trop de victimes collatérales, l'opinion internationale et le fait qu'aujourd'hui on se dise tous, voilà, ils ont subi une agression, etc., se retournerait contre eux et dirait, mais voilà, vous n'êtes pas capable de cibler des gens. Alors en effet, le Hamas a joué un double jeu et certainement a infiltré les endroits où la population se situe. Je ne suis pas sûre qu'il faut dire que tous les habitants de Palestine et de Gaza soient complices du Hamas. Hein. Je pense qu'il faut pas... C'est pas ce que je dis. Hein. Voilà. Je pense que c'est ce que pensent beaucoup de gens. Voilà, mais beaucoup de gens. Mais donc c'est pour ça que même le président américain lui a dit, attention à ce que vous allez faire, parce que si vous bombardez trop, et on a bien vu ce qui s'était passé au moment de cet hôpital, mais si on a trop de victimes collatérales et que le Hamas n'est pas éradiqué parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont des moyens de contourner un peu les choses, donc ça va être quelque chose qui peut être long. Mais sauf juste, Pascal Joannin, que pour le moment, les 27, ils ne reprennent pas la demande des Nations Unies de cesser le feu. Ils ne prononcent pas le mot de cesser le feu. Est-ce que l'Europe, l'Union européenne, doit clairement, là, pendant ces 2 jours, appeler au cessez le feu? On va voir ce qu'ils vont être capables de faire. Je pense qu'il y a plein de points sur la table qui sont en ce moment, vous avez rappelé une réunion qui avait rassemblé les représentants permanents de l'Union européenne. Il y a en effet des tas de choses sur la table qui sont au stand-by parce qu'en effet, il faut qu'il y ait la décision politique sur un certain nombre de concept et en effet le mot va être important. Donc on sait que sur la table aujourd'hui, même rien que sur l'aide humanitaire, on parle de pause, de fenêtre, enfin, il y a toute une série de mots et on ne sait pas encore celui qui va être accepté. Déjà, si on arrive à une position commune demain, enfin dans la nuit, ça sera formidable. Hakim El-Karoui, est-ce que l'Union européenne détient une des clés de résolution du conflit ou pas du tout? Quasiment pas. Mais pas depuis le 7 octobre. Depuis bien longtemps, l'Europe, finalement, son rôle, c'était quoi? C'était d'apporter de l'aide humanitaire, de construire à un moment des infrastructures. L'Europe avait construit un aéroport, un port à Gaza, qui ont été détruits par l'aviation israélienne. Et puis l'Europe remet le couvert à chaque épisode guerrier. Mais un point quand même sur... quelle est, à mon avis, quelle est la vraie stratégie? Qu'est-ce que les Israéliens sont en train de faire? Ils sont en train d'essayer de rétablir l'avantage et l'avantage symbolique. La politique israélienne, depuis bien longtemps, est fondée sur la dissuasion. Bon, c'est pas la dissuasion nucléaire, même si Israël a très probablement la bombe, c'est la dissuasion du fort au faible. Avec ce qui s'est passé le 7 octobre, cette stratégie a été remise en cause. Et donc Israël est en train de remettre en place sa stratégie de dissuasion du fort au faible. Pour ça, le gouvernement israélien a un petit peu de temps. C'est ce que vous évoquez. Le temps, il est donné par l'opinion publique internationale et par les gouvernements occidentaux. Un petit peu de temps pour punir le Hamas, les Palestiniens, la bande de Gaza. On ne sait pas très bien, sachant que le Hamas, il y a une organisation politique et une organisation militaire, mais c'est plus que ça aujourd'hui. On peut détruire la bande de Gaza tant qu'il restera des habitants à Gaza. Il y aura demain des membres du Hamas. Donc l'idée, on va détruire le Hamas comme on a détruit l'État islamique, ça ne marche pas. L'État islamique, c'était une organisation, c'était une vraie organisation d'une certaine manière. Le Hamas, c'est plus qu'une organisation. Les Israéliens le savent parfaitement. Mais ils veulent reconstituer leur capacité de dissuasion. Après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont taper plus fort que d'habitude, parce que tous les 5 ans, il y a des frappes contre la bande de Gaza. Ça va probablement complètement déstructurer les structures du Hamas. Et la prochaine attaque du Hamas, ça n'aura pas lieu dans 3 ans, ça aura lieu dans 5 ans ou dans 6 ans. C'est la seule chose que ça va changer. Mais là, on est dans un moment symbolique, c'est la capacité de dissuasion israélienne du fort au faible. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Un mot, Pascal Joannin, sur l'une des phrases d'Emmanuel Macron lors de ce déplacement, quand il a parlé de coalition anti-Hamas, en disant que la coalition anti-Daesh devait être aussi une coalition anti-Hamas. Ça semble ne pas avoir été concerté avec d'autres États européens. Il en sera question, du coup, lors de ce sommet? Alors, je suis
pas sûre que, en effet, c'était Comment ça peut être pris? Pour l'instant, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris et je crois que Emmanuel Macron en a parlé à ses différents interlocuteurs et que je crois qu'il n'a pas été convaincant, ou tout du moins que l'idée a été reprise et peut-être c'est une idée qui reviendra plus tard, mais pour l'instant ça n'est pas du tout... Alors probablement il en parlera aussi au Conseil européen, puisque je pense que comme c'est le dernier à avoir été, enfin le dernier représentant européen à avoir été sur le terrain, il rappellera un petit peu certaines choses. C'est pas la peine de créer des leurres. On a déjà suffisamment de mal à évoquer une position commune dans ce territoire qui, certes, n'est pas voisin immédiat, mais avec lequel on a une politique, c'est une politique de voisinage dans laquelle tous les acteurs sont concernés, qu'on a déjà eu en Syrie un drame avec en effet des réfugiés, etc. Donc il faut trouver le bon leverage. Mais le Proche-Orient ne sera pas le seul point du jour de la réunion qui commence tout à l'heure, puisqu'on ne doit pas oublier, et ça il faut quand même le rappeler, qu'un conflit ne chasse pas l'autre et que nous avons toujours à nos portes la guerre en Ukraine, avec un Vladimir Poutine qui n'a pas renoncé à éradiquer l'Ukraine, ou tout du moins de la remettre dans le giron qu'il accepte mal qu'elle soit tournée vers les valeurs occidentales. Et donc là, il va falloir qu'on trouve aussi le moyen d'expliquer qu'on ne se désintéresse pas de ce qui se passe au Proche-Orient, mais qu'il faut aussi qu'on n'oublie pas qu'il y a sur la table cette situation qui est vraiment à nos portes. Donc on a le voisinage oriental et le voisinage méridional qui font que si on avait oublié un peu le voisinage méridional ces derniers temps, il revient à nous. Et donc là, on a deux fronts. Et c'est un peu compliqué parce qu'en matière de politique étrangère, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, il faut que ce soit les chefs d'État et de gouvernement. Donc il y aura une réunion en novembre. Cette réunion, c'était une réunion traditionnelle. Il y a aussi la question de l'adhésion de l'Ukraine qui va se poser très rapidement. Ça ne sera pas cette fois-ci, puisqu'il y a un rapport de la Commission européenne qui est chargé de faire en effet état de tous les pays candidats. Et ça sera en décembre. Puisqu'il y a un nouveau Conseil européen régulier en décembre. Akemen Karoui. Là-dessus, et après j'ai une dernière question pour vous sur un autre sujet, mais peut-être sur la question de l'Ukraine. Et est-ce que Vladimir Poutine finalement tire profit de cette situation ? Ah oui, à coup sûr. Alors, ça ne va pas durer très longtemps, mais d'abord parce que l'attention internationale est portée vers une autre zone. Ensuite, parce qu'il peut dire au Sud global, regardez les Occidentaux, deux poids, deux mesures. Il me condamne quand j'essaye, moi, de récupérer des territoires que je considère légitimes. Et quand c'est les Israéliens, on leur donne un blanc-seing. Donc ça, de ce point de vue-là, oui. Après, ça va pas durer très longtemps. Et dernière question, l'attaque du Hamas, elle est intervenue à un moment où Israël se rapprochait de certains pays arabes. Est-ce qu'aujourd'hui, ce rapprochement est mort? Et est-ce que, du coup, c'est une victoire pour le Hamas? Le rapprochement, il n'est pas mort, mais il est mis en pause, ça très clairement. De ce point de vue-là, oui, c'est une victoire pour le Hamas et c'est surtout une victoire pour l'Iran, qui ne voulait pas être le seul pays de la région qui se retrouvait dans une relation directe d'hostilité avec Israël, même si les pays du Golfe, depuis longtemps, ne sont plus dans cette relation. Mais ça changeait quelque chose si l'Arabie Saoudite signait un accord avec Israël. Merci à tous les deux. On va, avant de se quitter, regarder ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux avec Audrey. Aujourd'hui, la presse régionale a bouclé sur la grande boucle. Oui, c'est le temps des réjouissances ce matin en une pour les éditions de toutes les communes traversées par le Tour. Un Tour 2024 très original pour cause de Jeux Olympiques. Le tracé évite la Bretagne, le Nord et Paris. Les coureurs s'élanceront de Florence en Italie pour arriver à Nice. Et c'est la première fois de l'histoire, rappelle Nice Matin, qui titre à nous le Tour. Alors, dans le désordre, le Sud-Ouest dans la boucle, titre Sud-Ouest, justement, puisqu'il passera notamment à Pau et à Agen. Pour la montagne, le Cantal est au sommet. Pour le bien public, le Grand Tour est en Côte d'Or. Et enfin, pour le républicain lorrain, Amnéville, des dames et une petite reine. Vous le voyez, on ne lésine pas sur les jeux de mots. On est un peu chauvin du côté de nos quotidiens, mais on comprend. Le Tour, c'est un événement, c'est l'événement cycliste même le plus regardé au monde, avec des retombées évidentes pour l'économie
l'économie et le tourisme. On continue dans le sport avec de l'aviron pour une belle cause. C'est en une de la Charente Libre. La Ligue du cancer propose des séances d'aviron gratuites pour les patientes atteintes du cancer du sein. Une activité bénéfique physiquement et moralement. Ça permet de retrouver de la souplesse dans les épaules après une chimiothérapie ou des opérations. D'éviter aussi les séances de kinésithérapie. Je rappelle qu'on est toujours au mois d'octobre, le mois consacré à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Alors pensez-y. On reste sur l'eau, enfin presque, avec la Transat Jacques Vabre en réalité augmentée. Oui, des expériences immersives que Paris-Normandie a testées sur le site de la Transat. Des casques de réalité virtuelle qui permettent d'explorer un porte-conteneur, de vivre un départ de course au large ou une expérience vertigineuse en haut de la capitainerie. Et puis si vous êtes plutôt terre ferme, une idée de lecture en une de la Provence, c'est la sortie du 40e Astérix et de son compagnon Obélix, l'Iris blanc, la Provence qui nous apprend que René Goscinny aurait découvert sa vocation durant son service militaire à Aubagne. L'univers d'Astérix a été nourri par les vestiges gallo-romains d'Arles, Aix, Orange qu'il a visité lors de ce service. C'est passionnant, c'est à lire dans les pages de la Provence. Merci Audrey, merci beaucoup Hakim El Karoui. On dit un mot de votre rapport Nouveau Monde Arabe, nouvelle politique arabe de la France à l'Institut Montaigne. Oui. L'idée c'était que le monde arabe a profondément changé. Et structurellement, dans ces masses démographiques, dans les rapports entre les hommes et les femmes notamment, ce qui à mon avis explique le sous-jacent de la montée de l'islamisme. L'islamisme, d'une certaine manière, c'est une justification idéologique et théologique du maintien de la position des hommes avant la transformation. Et face à cette transformation, l'idée c'était de dire il faut absolument que la position de la France change et qu'elle voit aussi ce qui est important pour elle dans le monde arabe. C'est pas le Proche-Orient, c'est le Maghreb. Merci beaucoup, merci d'être venu. Merci Pascal Joannin d'avoir été notre invité. On suivra évidemment ce qui se passe du côté des 27 pendant ces 2 jours. Avec vous également Audrey, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à 18h, Thomas Huck, Sens Public. Et nous on se retrouve demain. Très bonne journée.